Bonjour, bienvenue. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Yvan Fontarinski, je travaille pour une belle entreprise qu'on appelle Thales. Et le but un peu de la présentation, c'est un peu de vous décrire un peu de ce que c'est que le panorama des menaces, dans quel monde on vit, quelles sont les attaques qu'on rencontre, nous, et qu'est-ce qu'on fait pour y remédier, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre. Donc, pour commencer, déjà dans un premier temps, c'est un peu important de comprendre, vous avez peut-être déjà conscience du monde dans lequel on vit, mais imaginez-vous que vous êtes sur cette route de la technologie. Vous êtes là, et moi j'ai qu'une seule envie quand je suis sur ça, c'est d'appuyer sur l'accélérateur pour aller à toute allure. C'est exactement ce qui se passe pour nous. On a les arbres qui défilent là, comme si c'était la techno qui défile. Il y a quelques années, les produits, les iPads, les tablettes tactiles, on n'aurait pas pu imaginer qu'on les avait tous chez soi, et encore moins dans l'entreprise. Et ces technos-là se défilent de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est que factuellement, on va avoir on a des attaques, on a des ransomware, on a plein de choses qui apparaissent, on a des malwares qui sont là et qui utilisent toutes ces nouvelles technologies pour véhiculer des attaques. Et grosso modo, nous, défenseurs, on arrive toujours avec un petit temps de retard en disant on va essayer de chercher ces malwares, chercher ces attaquants pour essayer de lutter contre ça. Eh bien ça, c'est un peu la problématique qu'on a en ce moment, c'est qu'on a une technologie qui avance à toute allure et qu'il faut essayer de gérer. Ensuite, cette techno, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On va sur cette route, on y va tout au bout. Mais au bout, il y a quelque chose là. Il y a des nuages. On va vers le cloud. Il y a quelques temps, quand on disait cloud, on n'y croyait pas, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Mais le monde bouge dans le cloud. Ce n'est pas un secret, je vous le dis, c'est officiel, c'est clair, c'est net. Le monde bouge dans le cloud, on va dans le cloud, tout s'exporte. On a des choses, je dirais qu'il y a le côté ministère de la Défense qui me dit ouais, mais on ne peut pas tout mettre dans le cloud, c'est quand même les Américains. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, il va falloir trouver une solution. Donc on a progressivement, on est face à ces nouvelles technologies où on est obligé de se bouger, d'exporter nos données ailleurs. Et donc il va falloir gérer ce problème de propriété de la donnée, de gestion de la sécurité qui va avec. Alors, juste pour poser le décor. On est là, on voit que la techno va à toute allure. On est sur cette retenue, tout va dans le cloud. Et en plus, juste si on réfléchit, en France, 72% des Français de plus de 11 ans ont accès à Internet régulièrement. Vous avez peut-être tous Facebook. Sur Facebook, 2,7 millions de photos sont uploadées sur Facebook. Toutes les 20 minutes. On se rend compte, je le répète parce que j'aime bien le répéter 10 fois ce message. 2,7 millions de photos toutes les 20 minutes uploadées sur Facebook. Ça change un peu quand même la dimension de ce qui est en train de sortir et circuler. Sur Dropbox, 100 millions de fichiers sont sauvegardés sur Dropbox chaque jour. Quand on commence à réaliser en fait ce nombre de données qui circulent, on comprend que, je dirais que le système de papa-maman qu'on avait avec le disque dur de sauvegarde à la maison pour garder les données, ça n'a plus tellement de sens en fait maintenant. Le monde a évolué terriblement ces dernières années et il va falloir s'y adapter. Je parlais des tablettes tactiles. Il y a un phénomène qui s'est passé depuis récemment, c'est qu'au départ, quand on arrivait, on ramenait c'était dans l'entreprise, on avait des produits qui étaient très évolués, et puis souvent on les voyait ramener à la maison en disant j'ai ce privilège à la maison, et puis on ramène un nouveau composant, un nouvel ordinateur, beaucoup plus puissant. Maintenant c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les particuliers qui ont quelque chose de beaucoup plus mis à jour, up-to-date, par rapport à ce qu'on va amener dans l'entreprise. Donc ça, c'est une autre problématique. C'est-à-dire que, en fait, l'employé directement va avoir des technologies qui sont mal maîtrisées par l'entreprise elle-même. Donc il y a un challenge à relever qui est de comment je vais réussir à gérer toute cette nouvelle technologie qui arrive. Et donc on a ces tablettes, ces smartphones qui rentrent, le concept du bring your own device, c'est-à-dire comment utiliser le matériel de l'employé directement dans la société. On a des nouvelles technologies, tout ce qui est GPS, tout ce qui est caméra, photo, ce genre de choses, qui sont entièrement connectées. On fait les GPS se mettent à jour, les appareils photo et caméras sont connectés directement, où on a les tags de la position de géolocalisation et ça sort sur Internet, et c'est mis à jour en disant par exemple à quel endroit j'étais. Les cartes bleues, vous imaginez un peu le réseau bancaire, ce qu'il a fallu, c'est-à-dire que vous payez avec votre carte bleue, imaginez, c'est débité sur votre compte, que vous pouvez accéder sur Internet, le réseau que ça se met en place. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que progressivement, tout est interconnecté. Moi, c'est le quatrième point, c'est
c'est mon dada, c'est l'électroménager. C'est-à-dire quand j'aurai le frigo qui m'empêche, enfin, qui me dira qu'il fera mes courses tout seul, sans que j'ai besoin d'aller au magasin, ça sera vraiment le premier truc qu'il y aura à la maison, parce que grosso modo, c'est déjà, pour moi, c'est une grande avancée, mais c'est de me dire finalement que je vais avoir mon réfrigérateur qui va être connecté à Internet, qui quand j'ai fini ma bouteille de lait, celle-ci va automatiquement préparer ma liste de courses pour être commandée, pour être livrée à la maison. Grosso modo, c'est sur ça que ça se prépare. Il y a déjà les prototypes qui sont en place ou qui sont déjà déployés maintenant. Et donc, on est en train de se dire que ces réseaux-là sont en train de se complexifier. On a des réseaux où on a des lumières qui se télécommandent via le téléphone portable dans la maison. On est en train de tout relier de plus en plus et on a des réseaux qui se densifient et qui se complexifient. Alors le problème, dans tout ça, c'est où sont mes menaces? Est-ce que je suis en train de me protéger contre mon voisin? J'entends qu'il y a du piratage, j'entends qu'il y a du hacking, ok. J'entends qu'il y a des possibilités de faire des choses. Des fois, on me dit qu'on a pris de l'argent sur mon compte. Qu'est-ce qui se passe réellement en fait? Eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'identifier, c'est de comprendre qui sont derrière ces attaquants. Mais le problème, c'est que ces attaquants, souvent, on n'arrive pas à leur mettre une tête. Tout à l'heure, nous avons vu une présentation où on disait, c'est pas le rôle de l'ANSSI de faire de l'attribution. Peut-être pas. En effet, mais grosso modo, souvent, on a envie de savoir, de comprendre comment c'est, qui est la personne, qui s'occupe de ça. Donc, on va faire il va y avoir tout un travail fait par des analystes pour essayer de donner un nom de code à ces groupes d'attaquants en disant, voilà, ils ont fait ce type de mode opératoire, ce genre de choses-là. Le problème, c'est que ces attaquants vont se ressembler. On va voir, et ça va être des personnes qui, comme vous et moi, c'est pas le mec avec la capuche noire forcément, comme on peut le voir dans les séries télévision. C'est assez divers. On va essayer de regarder, de prendre un exemple d'un groupe d'attaquants tout à l'heure. Après, il y a un autre concept. Les fraudes bancaires. Alors là, les fraudes bancaires, on va avoir plein de choses. Je dirais, c'est ce qui vous touche directement dans votre vie de tous les jours, dès maintenant. Quand on commencera directement dans la vie active, on verra qu'on a d'autres types de menaces qui apparaissent. Mais les fraudes bancaires, on va avoir plusieurs types de menaces possibles. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le phishing monétique. Alors, du phishing, vous en avez forcément eu. Si vous n'en avez pas eu, c'est qu'il y a un problème. Vous avez forcément reçu un mail qui est un peu douteux. Ensuite, vous allez avoir les malwares bancaires. Souvent, ces malwares proviennent avec un petit programme par exemple, quand on fait un crack ou quelque chose comme ça, pour essayer d'accéder à un logiciel dont on n'a pas le droit, grosso modo, souvent, il apporte toujours le Keygen apporte toujours un petit cadeau avec, qui est un malware pour voler de la donnée. Ou alors, on a un autre type d'attaque qui est menée par qu'on appelle le déni de service, pour empêcher d'accéder à une certaine ressource. Alors, revenons sur ce phishing. Les phishing, c'est un peu comme ça. Vous avez forcément reçu un jour des mails disant, par exemple, oui, on vous a trop prélevé, est-ce que vous pouvez réindiquer votre compte bancaire pour pouvoir remettre, pour qu'on puisse vous recréditer? Ou, par exemple, message des impôts vous disant qu'ils vous ont trop prélevé, qu'ils vont vous rendre de l'argent. Ou la classique facture d'un télécom disant, ouais, il y a un problème de facturation, ça peut pas. Les gens qui vous redonnent de l'argent, c'est toujours un peu bizarre en fait. C'est vous qui allez plutôt réclamer. Donc il y a plusieurs moyens de voir ça. Déjà, on verra qu'il y a souvent des fautes de typo qui sont mis dedans, des fautes d'orthographe, des choses qui sont un peu louches. Et puis il y a d'autres éléments permettant de les détecter. L'email d'où ça vient n'est pas l'email officiel, le nom de domaine n'est pas bon. Donc il y a plein de choses pour repérer ce genre de choses. Mais il faut savoir que ces phishing sont utilisés. C'est grosso modo, si un jour vous êtes tombé dedans, vous avez marqué votre nom de domaine, vos données, vous avez marqué vos noms, prénoms, votre carte d'identité peut-être, vos cartes bancaires. Puis des fois, ils ne vous posent pas toutes ces questions-là, ils vous posent juste des questions. Peut-être les questions juste, ils vous demandent de créer un compte. Le créer un compte, c'est ce qui est peut-être pire, parce qu'en fait, on ne comprend pas trop à quoi ça sert. Donc créer un compte, ça permet d'avoir ce qu'on appelle les questions de sécurité. Ça, j'avais un cas sur lequel j'avais travaillé, où en fait on est amené, on nous demande on nous dit, voilà, belle proposition, voulez-vous profiter de la promotion de ce moment, créer votre compte, créer votre login, créer votre mot de passe, ce genre de choses. Le seul problème, c'est que massivement, les gens utilisent toujours plus ou moins le même mot de passe. Mais s'ils ne l'utilisent pas parce qu'ils ont été bien formatés, par contre, ils vont utiliser la même question de secours. Donc on va avoir un petit problème qui va se mettre en place. Donc souvent, en fait, ces phishing qui sont amenés, et je vous montrerai des activités qui peuvent être menées, c'est que, je vais vous le montrer maintenant d'ailleurs, grosso modo, ce qui peut se faire, c'est que, si imaginons que j'ai envie de prendre votre compte,
de vous voler votre information. Je vais vous envoyer un mail, tout simplement. Ce mail-là, vous allez dire, tiens, vous allez marquer peut-être un jour sur Facebook, besoin d'être fatigué, je suis fatigué, besoin de vacances. Très bien, je vais me faire passer, je vais envoyer un mail du type du CE de votre entreprise, disant, vacances à 70%. Oh, génial. Vous voyez ça, vous avez besoin de vacances, c'est marqué sur Facebook, direct, vous cliquez. Vous prenez, il vous dit, rendez ces informations-là, vous rentrez toutes les informations-là. Moi, je lui dis, écoutez, on vous donnera une réponse dans quelques temps. Les informations, je les ai récupérées. Ça me permettra d'avoir toutes les questions de réponse à vos questions de sécurité pour pouvoir reprendre derrière. Donc à ça, les opérateurs ont décidé, comme ça se faisait assez souvent. Souvent, il y a d'autres systèmes pour y arriver qui ont été rajoutés, mais ce n'est pas vrai sur tous les comptes, malheureusement. Donc ça, c'est à ça que fait le phishing. Et ça, c'est une première grosse menace qui vous a vous avez tous forcément reçu un phishing. Ensuite, il y a le malware bancaire qui va se connecter à votre navigateur web, par exemple, pour vous récupérer chaque fois que vous allez sur un site web, par exemple bancaire, pour enregistrer ce qui va se passer. Taper les codes qui vont être tapés pour les voler, pour les envoyer à quelqu'un d'autre. Ça va voler, par exemple, tout ce qui est dans votre webmail, dans tout ce qui est votre banque, les commerces. Ça va récupérer les informations qui sont pertinentes, tout votre historique Internet sur des choses un peu particulières. Ça va être exfiltré pour être utilisé à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un autre type de menace. Un autre élément qu'on va avoir, c'est, vous connaissez peut-être tout ce qui est le Bitcoin, qui est utilisé massivement pour, je dirais, pour faire un peu de blanchiment d'argent. C'est ce que utilise la mafia. La mafia a beaucoup investi dans le Bitcoin pour pouvoir souvent faire du blanchiment d'argent. Mais alors, le Bitcoin, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on trouve? Quelle est la menace qui est derrière? Grosso modo, déjà, c'est très simple. Si on a 5-10 minutes à faire, je l'ai fait, j'achète un portefeuille rapidement, que ce soit blockchain, Conapulte, je mets des bitcoins dedans, je les convertis, puis après je permets de les dépenser. Et quand je les dépense, j'arrive à capable d'acheter par exemple des cartes d'identité, des fiches de paye, plein de choses comme ça, de la drogue si j'ai envie, des armes. Alors, vous me dites, ouais, ok, comment c'est possible, carte d'identité? Souvent les personnes qui s'amusent à faire des fausses cartes d'identité, ils ont besoin de données. Puis en fait, la technique pour les données, c'est c'est le phishing. Si vous n'avez pas vu tout de suite le phishing qui avait été utilisé avant, vous le verrez maintenant. C'est-à-dire que quelqu'un pourra créer des fausses cartes d'identité avec les données qu'ils ont volées. C'est assez imparable. Vous avez quelqu'un qui s'est fait piquer, c'est des vraies données avec une vraie histoire, et vous avez une vraie carte d'identité qui est derrière, qui se met derrière, enfin une fausse carte d'identité sur une vraie personne. Donc avec une photo peut-être différente, ou d'autres fiches pour dire j'étais à cet endroit-là. Donc voilà, donc on a tout ce qu'on appelle sur ce marché noir parallèle, parce que ce site-là se trouve sur ce qu'on appelle le Darknet. Alors Darknet, on a le Clear Web, tout ce qui est indexé. On a après ce qu'on appelle le Deep Web, tout ce qui demande se voit, qui n'est pas indexé, mais qui est accessible via un navigateur web classique. Et après, par différents moyens comme Tor ou d'autres, on arrive à ce qu'on appelle le Darknet, où là, on va rentrer par certains chemins, où on a une sorte d'anonymisation qui permet pour accéder à des sites comme ça. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est on vient de voir qu'on a plusieurs techniques qui sont mises en place, qu'on a des marchés parallèles, et puis on a aussi un autre problème, c'est que le nombre de malwares a fortement augmenté ces dernières années. C'est-à-dire que là, c'est un peu vous montrer je me suis arrêté en 2015, désolé, je n'avais pas trouvé mieux comme schéma, mais je trouvais qu'il était assez parlant, montrer l'explosion du nombre de malwares. Alors un malware, c'est le terme générique pour dire vraiment ce programme malveillant. Et en fait, un malware a ce qu'on appelle des capacités. Capacité de trojan, capacité de vers pour se propager, capacité de chiffrement, ransomware. Donc on va voir, par exemple, ce que vous avez entendu parler quand on parlait de NotPetya, de WannaCry. C'est un malware qui a la capacité de vers, worm, qui a la capacité de chiffrement via du ransomware. Et peut-être, et pour certains, même une autre capacité qui est du trojan. Donc voilà, c'est ça ce type de malware, et grosso modo, ça a complètement explosé. Donc on fait face à... Alors on dirait, c'est génial, c'est l'antivirus qui va régler. Non, parce que ce qui se passe, c'est que plus l'antivirus continue, plus l'antivirus se met à ramer. Parce que la base de signature, elle commence à augmenter. Donc où est-ce qu'on fait ça? Dans le cloud. On exporte toutes les données dans le cloud. Et puis là, on arrive à un autre problème. Vous avez peut-être vu la news avec ce qui s'est passé avec les outils de la NSA et de Kaspersky, où on dit la Kaspersky a récupéré les outils de la NSA. Pourquoi? Parce qu'il y avait un agent de la NSA qui développait des outils, qui était revenu chez lui, et pas de bol, il y avait Kaspersky sur son PC parce qu'il avait fait ça bien, et hop, ça ressort, ça remonte dans le cloud de Kaspersky. Ça pose un autre problème quand même là. Ok, c'est analysé, on a des outils un peu plus louches. Après, on a un autre type d'attaque.
on a les attaques de type les activistes. Alors, on a peut-être entendu parler les activistes. Souvent c'est représenté par un groupe d'activistes est représenté par le masque des Anonymous. Donc on les verra, les masques des Anonymous, ce sont souvent on va les voir à différentes manifestations, que ce soit pour le 7 janvier par exemple, plusieurs choses. Alors qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font derrière? Souvent les Anonymous, ce sont des groupes d'attaquants, ce n'est pas forcément des techniques cyber extrêmement évoluées. C'est souvent très basique, souvent c'est prenez cet outil-là, on va essayer de bloquer un site web, donc on va faire plein de connexions. Il n'y a pas de piratage très évolué via le groupe des Anonymous. L'idée là plutôt, c'est eux, ils vont peut-être faire ce qu'on appelle de la propagande, ce genre de choses, ou ils vont jouer ce qu'on appelle une autre technique d'attaque, qui est ce qu'on appelle le social engineering. Là, c'est juste un mail que je viens de vous relater pour expliquer comment ça s'était... Alors, c'est pas forcément le groupe Anonymous qui a fait ça, mais c'est à peu près pour vous montrer le principe du social engineering. C'est comment ça s'est passé. C'est grosso modo, imaginez qu'il y avait un site qui s'appelait Rootkit, et grosso modo, il y a quelqu'un qui fait... qui envoie un appel à un petit jeune qui est tout nouveau administrateur, un petit jeune employé qui vient juste d'arriver, qui fait écoute, il se fait passer pour le PDG, écoute, je suis chez des clients, je dois faire une démonstration, tu peux m'ouvrir un port vite fait SSH avec ce mot de passe là, j'ai pas mon mot de passe, j'arrive pas à me connecter, ouvre-moi, crée-moi un compte temporaire 5 minutes, c'est urgent, je dois faire ma présentation dans 15 minutes. Ok, alors je vous dis rapidement, je vous résume ça grosso modo. Le gars dit ouais, non mais vous êtes sûr, je suis pas sûr, bon ben ok, je te fais ça, mais vraiment 5 minutes. Ok, voilà, je te donne un accès, et le gars lui donne un accès route, comme ça directement, le mec s'est fait passer, il lui a créé la situation d'urgence, il lui a dit que c'était le patron, le gars, le petit jeune, il n'a pas réfléchi, et ben voilà, il s'est fait avoir. Alors je dis le petit jeune, c'est peut-être un vieux, j'en ai aucune idée, mais voilà, grosso modo, c'est un peu le principe du social engineering. Il y a le social engineering, il y a plein de types d'attaques, grosso modo. Vous êtes peut-être de bonne composition, mais on peut très bien vous retourner et puis vous faire des choses comme sans que vous vous en rendiez compte, tout simplement. Le coup du phishing que je vous ai dit tout à l'heure, où on envoie un mail type du CE pour essayer de se faire avoir. Eh ben, c'est typiquement ce genre de choses, c'est du social engineering. Grosso modo, on a joué un peu avec la personne. Après, le but des Anonymous, c'est de défacer un site. Donc c'est une autre type de menace. On va détruire un site, on va changer la devanture d'un site pour dire je mets mon slogan, j'ai des motivations probablement politiques ou autres pour pouvoir dire je ne suis pas d'accord. Parlons d'un autre groupe d'attaquants un peu plus pointu, un peu plus costaud. C'est le groupe Lulsec. On va étudier un peu son panorama, regardez ce que c'est. 7 mai, il pirate des données d'une base de données de la télévision, X Factor. On va voir Sony Pictures le 2 juin, je passe vite fait, Nintendo, la CIA, le Sénat, Brésil, bref. Tout ça pour sortir des données. Vous avez peut-être vu les leaks, peut-être que vous en avez entendu parler, le leak de la PlayStation il y a quelques temps, c'était en 2011, donc c'était maintenant un petit moment. Mais grosso modo, ils ont fait tout un piratage. Alors, qui sont ces groupes d'attaquants? Ces attaquants, c'est eux. Oui, ils ont l'air. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'air complètement. Je ne donnerai pas le bon Dieu sans confession, mais quand même, voilà. Donc, grosso modo, on a leur chef qui est Sabou là à côté, et ça, tous les autres. C'est vrai qu'ils ont l'air un peu psychopathes, mais on va avoir ce sont ces groupes d'attaquants-là qui sont décidés qui étaient derrière le groupe Lulsec et qui ont fait ces attaques-là. Et donc, ce groupe d'attaquants, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si on les connaît là maintenant, c'est parce que ils ont terminé derrière les barreaux, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi il y a tout un métier qui est à la chasse justement de ces attaquants pour les retrouver, les récupérer, les identifier, lutter contre cela. Et donc, c'est un peu à ça, parce que derrière, il y a du dégât qui est fait. Je parlais ce matin avec une entreprise qui me dit que ça leur a coûté quand même 250 millions cette année avec tous ces différents ransomware à réparer, tout ça dans mondial. Ça fait un paquet d'argent en fait. Donc grosso modo, il y a du dégât, surtout qu'on est sur des phases de sabotage, on est sur des phases où on abîme l'image, donc il faut être capable de lutter et donc d'identifier ce genre de choses. Donc maintenant, on bouge sur un autre type de menace. On a évolué un peu sur ce que vous allez risquer vous de rencontrer maintenant. Puis quand vous allez travailler, rentrer dans votre entreprise, j'espère Thales, on recrute, je passe le message. Grosso modo, on passera sur les menaces de type APT. Advanced Persistent Threat. C'est tout ce qui est menace targetée, ciblée. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que ce sont des attaquants qui sont souvent
des attaquants qui sont organisés. Ce n'est pas forcément des hackers dans un petit coin de garage, ce que j'appelle des script kiddies ou des choses comme ça. Ça fait partie de ce dernier groupe d'attaquants qui sont souvent, des fois malheureusement, sponsorisés par des États derrière, qui sont là pour aller rechercher, pour aller voler de la formation ou peut-être même pour détruire quelque chose. Donc ces groupes d'attaquants visent l'efficacité, laisser le moins de traces possible. Il y a quelque temps, enfin, si vous regardez les rapports du groupe Equation Group, qui est lié à un groupe américain, ce Equation Group, en fait, avait marqué dans ses méthodos, on a tout le temps du monde. Si quand vous êtes sur une machine, regardez toutes les 5 minutes si quelqu'un est connecté. Si quelqu'un est connecté, alors on se déconnecte. Et bien tout ça, là, grosso modo, c'est tout. Il y a plein. On voit qu'ils ont toute une méthodologie de fonctionnement. Il y en a d'autres qui vont s'organiser. J'ai eu la chance de faire beaucoup de réponses aux incidents ces dernières années. Et alors on appelle ça chance parce que voilà, ça dépend. Mais pour moi, c'était cool. Et grosso modo, on voyait vraiment ces attaquants où ils arrivent avec le premier niveau, où on a l'opérateur qui fait les choses, qui collecte les données tranquillement. Puis dès qu'on avait bloqué, automatiquement l'attaquant était un peu plus costaud et on voyait que ça avait escaladé, comme si vous avez un système militaire qui était mis en place, ce genre de choses. Donc voilà. Donc souvent les APT sont stratégiques, visent un seul but, c'est viser la donnée qui est importante. Souvent dans un grand groupe, par exemple, je me suis toujours posé la question, c'est comment font-ils pour savoir où se trouve la donnée à voler ? En fait, il y a des techniques qui sont super simples et on va voir les attaquants qui sont assez ingénieux en disant, ils vont regarder tous les documents récents de tout le parc pour savoir qui travaille sur quel document à ce moment-là. Ah oui, ok. Et comme ça, ils chopent ceux qui travaillent sur la bonne proposition. Parce que l'une des motivations de ces attaquants, c'est qui travaille sur la proposition de mon concurrent, par exemple, ou de mon partenaire, pour pouvoir la voler, pour savoir exactement à combien ça va sortir, à quel prix ça va sortir et qu'est-ce qu'il va proposer techniquement. Donc il y a des choses comme ça qui vont être volées. Est-ce que les attaques sont toutes, ces groupes d'attaquants, je dis, est-ce qu'elles sont toutes appuyées par des États? Pas toutes, non, mais certaines oui, c'est évident, ou en tout cas protégées. Les victimes ont des fois des réponses plus ou moins efficaces, et c'est là où on va commencer à avoir ce biseau avec ce que nous on va apporter chez Thales typiquement, mais ces victimes en fait, des fois elles sont équipées, des fois elles ont déjà tout ce qu'il faut chez eux, donc tant mieux, ou alors des fois il va falloir accompagner ces victimes qui n'ont pas forcément de centre de détection, qui n'ont pas d'équipe de réponse sur incident, qui n'ont pas forcément durci correctement, qui ne sont pas prêts à chasser l'attaquant de l'équipe, qui ne savent pas qui est l'attaquant, ils ne savent pas comment, ils n'ont aucune donnée sur lui, ils savent qu'ils sont en train de se faire piquer de la donnée, mais pas d'autres informations. L'attaquant va suivre si vous voulez, une sorte de process en fait. D'abord, il va faire ce qu'on appelle une phase de reconnaissance. La phase de reconnaissance, elle est assez simple. C'est imaginer que, alors je vous donne une technique, mais c'est à ne pas réutiliser, mais grosso modo, vous allez sur un site web d'une entreprise, vous téléchargez tous les PDF et vous regardez qui sont les logins, quelles sont les personnes qui ont écrit les PDF. Pour avoir déjà les noms des personnes qui travaillent dedans et qui publient sur le site web, ça c'est le premier point. Deuxième point, peut-être que dans le PDF, si c'est mal fait, vous allez avoir les logins, même comment la structure des logins de l'entreprise. Ça se trouve, ce n'est pas forcément le prénom, le nom, si c'est peut-être un code à l'intérieur. Donc voilà, on va construire une base de login. Ensuite, on va préparer, en plus, on est capable de récupérer la version des documents qui ont été faits. Si par exemple, vous avez du Word, des choses comme ça, vous allez reconnaître la version du document Office qui est utilisé pour pouvoir l'identifier, pour trouver s'il y a une vulnérabilité. Ensuite, il rentre en exploitant une vulnérabilité d'un des documents qui est dans l'entreprise, enfin d'un des produits des applications d'entreprise. Ils mettent un premier malware qu'on appelle une backdoor, pour pouvoir re-rentrer plusieurs fois. Et dans tous les cas, dans chaque attaque que j'ai rencontrée, ils en mettent toujours une deuxième, qui planque d'un côté, comme ça. Pour au cas où, si on se fait avoir le premier, je rentre par le deuxième. On récupère des credentials, les logins mots de passe, parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, c'est important de mettre un bon mot de passe. Mais il y a des problèmes. C'est assez facile en fait de récupérer des mots de passe dans une entreprise. Ensuite, on va installer des outils. Il va installer ces outils pour bouger, et puis après exfiltrer la donnée, et puis continuer jusqu'à ce qu'il a envie de rester plus longtemps. Donc voilà comment ça va se passer une attaque. Alors, si je donne un exemple pour résumer, vous imaginez que pour résumer, vous avez l'exemple du spear phishing pour récupérer, pour rentrer aussi. Vous collectez tous les logins mots de passe que vous avez sur la machine, de l'utilisateur sur lequel vous êtes arrivé qui s'est fait avoir, et puis après vous pouvez récupérer, la topologie, les serveurs web, tout ça. Donc ça c'est ce que va faire typiquement un attaquant.
Donc ça, c'est pour le type de vol de données. Ensuite, il y a d'autres types d'attaques qu'on a pu voir, les attaques de type sabotage. On s'est vu en 2015-2016, il y a eu ce tournant où on a eu d'un coup, on a été sur on a eu du vol de données, et d'un coup, on a ce sabotage qui est apparu, qui transforme, où on n'a plus de, typiquement, de trucs. Ça s'est transformé. Le ransomware, je le classe dedans, par exemple. Mais si on parle de TV5, Aramco, ou ce genre de choses, ça va être des attaques de type sabotage. Ou Aramco, en fait, ils avaient 30 000 postes quand ils sont venus le lendemain, après le week-end, ben, les premiers secteurs du disque étaient complètement effacés. Donc, grosso modo, c'est une attaque de type sabotage. On aura l'exemple parfait que tout le monde citera, qui a fait fureur, qui est l'exemple Stuxnet, qui avait pour but de détruire, en effet, une centrale nucléaire. Et puis, la dernière menace, c'est que quand vous travaillez, et que vous allez peut-être aller dans des pays étrangers, ben, c'est un peu la menace étatique de l'autre côté. Faut en parler parce que c'est aussi, il faut savoir, ça dépend dans quel secteur vous travaillez, mais l'État du pays, par exemple, est peut-être aussi une des menaces, soit par les systèmes des écoutes, il faut sécuriser la téléphonie, sécuriser les lignes. Il y a peut-être des outils, vous verrez, si un jour ça vous intéresse, vous pouvez regarder le catalogue Ant de la NSA, c'est quelque chose qui a été fuité avec les trucs Snowden, où vous allez avoir des petits gadgets qui cachent comment ils peuvent récupérer de la donnée. Ils ont donc des grands services pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc ça, c'est le catalogue Ant, où justement on voit ici une sorte de prise USB où dedans ils ont rajouté sous le plastique en fait un petit équipement pour pouvoir écouter tout ce qui circulait par la souris ou par le clavier. Donc tout simplement. Bref, pas beau décor. C'est compliqué, plein de menaces dans tous les sens. Eh ben, comment je fais pour me protéger? Je comprends, moi j'ai envie de pleurer, mais en fait Thales est là. Donc, grosso modo, la question d'abord qu'on se pose, c'est comment fait-on quand on réagit, quand on est face à une attaque? Que faire quand on... Est-ce que... Moi, par exemple, quelqu'un est en train de me piquer mon sac. Est-ce que je réagis? Est-ce que je commence à me battre ou pas? Il y a une première question à faire, c'est est-ce qu'on accompagne? Si vous êtes dans cette situation, c'est qu'est-ce qu'on ferait? Et qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Est-ce qu'on peut se permettre? Parce que je peux me dire, quelqu'un est en train de me piquer mes affaires, je me défends, je récupère, et finalement la personne sort une arme derrière et me tire encore plus fort. C'est un peu ce qui va se passer, parce que grosso modo, quand on fait face à des attaques, il y a des attaques sur lesquelles on peut aller, dégage, c'est de la pollution, puis des fois quand c'est un peu trop costaud, il vaut mieux se faire accompagner. Souvent les attaquants réagissent 24 heures après la première, on les a chassés, ils essaient de revenir 24 heures après. Et si on est mal équipé, si on est mal armé, à ce moment-là, il va y avoir une deuxième vague d'attaque, une deuxième vague de ciblage, et ça peut se terminer à ce qu'on appelle une cyber war, grosso modo, où si l'attaquant reprend le contrôle, il va peut-être effacer toutes ses traces, effacer l'Active Directory. Quand il est arrivé sur l'Active Directory, c'est game over. C'est-à-dire qu'en fait, il a tous les mots de passe, tous les logins de tout le monde. C'est fini pour une entreprise. Et grosso modo, si en plus il efface, mais en plus qu'il est arrivé dessus, mais qu'il efface d'un coup le document pour bousiller vraiment le truc, là, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Donc, on a aussi dans nos infrastructures de réseau qu'on déploie, qui sont déployées partout, il y a des nerfs en fait qu'il faut absolument protéger, d'une sorte de tour qu'il ne faut absolument pas pénétrer. Et quand on a pénétré cette tour-là, il faut tout reconstruire. Et ça c'est embêtant. Et ça coûte de l'argent. Donc la première solution qu'on fait typiquement chez nous, c'est sensibiliser. Ce que je suis un peu plus ou moins en train de faire là ici. Je vous ai identifié toutes ces menaces-là, juste dire ça existe. Je suis allé un peu vite, mais déjà faire le point en disant tout ça, ça existe. Deuxièmement, il y a plein de technos qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre, connaître et qu'il faut intégrer maintenant dans les nouveaux systèmes. En 80, il n'y avait rien. Il y avait rien. 85, on voit les firewalls apparaître, ça monte. 95, les IDS. 2010, les sandbox. Et 2017, la threat intelligence, par exemple. Ce que je vous ai donné avec les contextes sur comment un comportement d'attaquant fonctionne, ce genre de choses, typiquement, c'est mon activité, mais c'est grosso modo, c'est un peu, si vous voulez, c'est cette bibliothèque des menaces, et c'est un peu d'être capable c'est ce travail de réduire le gap entre une nouvelle attaque qui apparaît et comment on va diminuer et répondre efficacement et se défendre, voire réagir. Bon, c'est déjà un premier gap, c'est pas suffisant. Deuxième gap, on y va. Avant, on avait des infrastructures qui sont comme ça, où on a des choses complètement séparées, où on a SIEM, c'est souvent, je résume ça, on met ça pour le SOC, on a des centres de détection qui sont séparés de ceux qui
qui surveillent, d'autres qui sont là pour écouter, regarder les menaces, faire du pentest, ce genre de choses. Ce sont souvent des équipes différentes. Parce que ce qu'il va falloir faire, je vous donne un peu les grandes lignes vers là où on va, technologie, c'est de regrouper tout ça et de faire communiquer tous ces produits-là, toutes ces équipes, les faire communiquer autour d'un seul centre, qu'on appelle des grands SOC, des grands centres de supervision, des centres de cyberdéfense, où on va commencer à relier toutes ces activités. Typiquement, quand si vous êtes dans une entreprise, qu'on vous dit que tous les matins, vous êtes dans le support informatique, et tous les matins, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit oui, je change, mon compte est bloqué. Ah, bah vous avez dû tester 3 fois le mauvais mot de passe. Bah oui, je suis désolé. Bon, est-ce que vous pouvez me réinitialiser? Ok, je vous réinitialise. Puis le lendemain, ça recommence. Bon, au bout d'un moment, le helpdesk va trouver que c'est un boulet. Concrètement, c'est peut-être pas forcément ça. C'est peut-être qu'il y a un autre problème derrière. Il y a peut-être un malware qui est dessus, qui est en train de brute forcer, qui va tester ses comptes. Et le fait de relier toutes ces informations-là, ça c'est ce qui n'était pas fait, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et donc c'est vers ça que nous, quand je dis Thales, on a dû s'adapter sur tout ce mouvement, tout cet écosystème qui était en mouvement, il faut s'adapter à ce genre de nouvelles conceptions d'architecture. Et à ça, on va irriguer de ce que j'appelle la threat intelligence, pour être capable de cette bibliothèque de menaces, pour dire voici tout ce que je sais sur les attaquants, et voici ce que je dois mettre dedans. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut faire évoluer ce qu'on appelle nos SOCs, tout ce qui est l'automatisation. J'ai une menace, je réagis, ou je regarde. Comprendre ce qui se passe à l'extérieur, faire des audits, faire du pentest, c'est ce genre de choses. Donc c'est toutes ces capacités-là sur lesquelles nous allons devoir monter. Enfin, il y a ce que j'appelle la provenance, c'est aussi faire ce qu'on appelle des partenariats stratégiques, capables d'aller récupérer de l'information, disant, vous, monsieur, vous savez des choses, dites-moi ce que je peux savoir sur mes attaquants, dites-moi comment je peux réagir. Donc on va essayer de construire ce genre de réseau de partenaires pour discuter. Faire ce qu'on appelle du hunting. Le hunting, c'est tout simplement... j'ai ma base de connaissances de tous mes attaquants avec toutes les méthodes de détecter. Et bien, au lieu d'avoir une détection où j'attends et je regarde bêtement est-ce que j'ai une attaque, maintenant je vais aller chercher s'il n'y a pas une menace quelque part dans mon parc. Au lieu d'être passif, être actif et dire je vais aller te débusquer. Comme si, hunting pour des hunters, des chasseurs, on va aller débusquer l'attaquant pour le sortir. Et puis, enfin, ce qui va se passer, c'est que on va construire maintenant donc des grands centres de cyberdéfense avec des produits certifiés. Donc on a vu tout à l'heure avec l'ANSSI qui ont lancé des grands programmes de la LPM pour pouvoir construire des sondes de confiance. Donc il y a des produits étatiques ou souverains qui sont en cours de développement pour essayer de lutter contre toutes ces menaces et pour éviter les backdoors, typiquement des produits américains qui pourraient apparaître, ou chinois, ou n'importe quoi. Parce que les backdoors dans des produits des autres pays, ça existe. Et c'est pas du rêve. Quand j'ai commencé les réponses sur incident, il y a quelques années, je me souviens qu'on ne voulait pas y croire que non, mais un attaquant qui est là depuis 7 ans dans mon réseau, arrêtez, c'est pas vrai. J'étais en 2011, hein, mais non, c'est pas vrai. Si, ça existe, c'était vraiment. Et donc là, maintenant tout le monde sait qu'il y a des attaques. Maintenant, on sait qu'il faut investir dans la cybersécurité. Le budget augmente, il y a du travail. Et donc, voici comment y répondre. Donc, il y a la capacité de monitorer une menace, détecter une menace, analyser, la comprendre, et enfin y répondre. Et je pense que là, on a fait le tour. Et là, on est bon, on est sécurisé. Enfin, en tout cas, j'espère. Est-ce que vous avez des questions? J'ai parlé vite. J'espère avoir été intéressant. Et n'hésitez pas à venir voir s'il y a besoin. Comme je le disais, Thales recrute. Non? Même pas une petite question? Une grande déception? Bon, ben voilà, merci.